Véronique Bergen, je suis très heureux de vous revoir, de vous retrouver, même si c'est à travers ces écrans qui nous sont imposés par le confinement et la pandémie. Et nous nous voyons à l'occasion de la parution d'un de vos derniers livres, parce que vous êtes une écrivain polygraphe, si on peut dire. Vous avez une capacité de nous enchanter avec vos écrits qui se démultiplient dans des critiques littéraires, dans des essais philosophiques, qui est votre formation de base, dans des romans et dans d'autres types de textes. Alors aujourd'hui, ce sont les nouvelles qui vont nous réunir, notamment par la parution du dernier volume de Belgique, le Belgique de Véronique Bergen, Belgique étant une collection qui réunit différents auteurs et qui leur demande d'évoquer, à travers des nouvelles de fiction, d'évoquer librement ce que représente pour ces auteurs la ou les Belgiques. Alors, première question, Véronique Bergen, comment avez-vous appréhendé au moment où vous vous êtes décidé à vous lancer dans cette aventure? Comment sont venues les premières images? Tout d'abord, quand Xavier Van Ronenberg m'a proposé donc d'écrire dans cette collection qui a déjà de nombreux titres, moi j'ai toujours un sentiment de jubilation. Donc je me suis dit oui, parce que la Belgique, pour moi, bon, c'est bien sûr une terre extrêmement bigarrée, une terre excentrique, peut-être parce qu'elle n'a pas justement la centralisation de l'État français. Et donc j'avais pléthore de pistes. Pas des pistes autofictionnelles, puisque dans la collection, on préfère éviter ce genre de travers, mais je voulais prendre surtout des lieux qui m'ont marqué dans l'enfance, des événements historiques qui sont toujours un peu à la lisière du clandestin ou de l'inattendu. Et donc, le problème pour moi était d'amputer, parce que j'avais beaucoup trop de sujets. Et comme tu l'as vu, j'ai commencé par Saint-Idesbald, parce Ouais, que... on va y venir, on va y venir, Ah, on va d'accord, faire une nouvelle méthode. je vais trop vite. Donc, D'abord la démarche de l'ensemble. Quand vous dites que l'éditeur préférait ne pas travailler sur de l'autofictionnel, est-ce que c'était une contrainte qu'il vous a imposée ou est-ce que c'est finalement un choix qui vous convenait? oh, c'est un choix qui me convient complètement parce que de toute façon, je pense que même dans des romans qui sont très hétéro-fictionnels, il y a moyen de parler de soi, mais avec des masques. Et donc, la pratique de l'autofiction au sens strict du terme ne m'enchantant pas, c'était vraiment pas un problème pour moi. Au contraire, il s'agissait aussi de prendre des événements historiques ou des lieux ou des phénomènes oubliés, cachés ou avoir une autre approche. Et donc de quand même mettre au devant un certain regard ou une certaine appréhension très subjective des Belgiques au pluriel. Alors, votre recueil réunit 10 nouvelles, donc on ne pourra pas les aborder toutes, mais commençons peut-être par la première que vous avez déjà évoquée et qui se situe dans un lieu qui m'est cher aussi, qui est Saint-Idesbald, qui est la côte belge. On y croise Paul Delvaux, dont vous donnez une description absolument fulgurante en quelques lignes, de même que la description que vous en donnez de Saint-Idesbald. Par contre, le choix que vous avez fait, est de placer à Saint-Idesbald un personnage qui apparemment n'y a jamais été, le mathématicien Alexander Grothendieck. Alors, expliquez-nous un peu cette configuration-là. Oui, mais tout d'abord, Saint-Idesbald, bien entendu, il y avait une équation quasiment inévitable avec Paul Delvaux. Vous avez écrit sur Paul Delvaux, tout le monde a écrit, donc je me suis dit, je vais prendre un personnage de fiction. Effectivement, Alexander Grothendieck n'a jamais mis les pieds, que je sache, à Saint-Idesbald. Mais comme je voulais donner aussi à travers ce recueil un côté sauvage de la Belgique, je pense qu'il y a quelque chose de peu policé. Saint-Idesbald, c'était aussi pour moi, c'est ma petite Madeleine Proustienne, donc des souvenirs d'enfance, puisque j'y allais. Et je voulais la confrontation entre un génie des mathématiques qui a rompu totalement avec le milieu universitaire, qui s'est engagé dans des problématiques environnementales et qui s'est coupé du monde. Et au milieu d'une mer que je voulais agiter, au milieu de tempêtes, l'abbaye des dunes, et c'est encore une station balnéaire quelque peu
préservée. Je me suis dit que la rencontre de cet homme en rupture de banc et d'une côte qui n'est pas encore complètement bétonnée, mais qui a gardé ce charme de la côte belge, ça donnait quelque chose de fulgurant. Oui, vous disiez que ce mathématicien particulièrement révolutionnaire dans sa démarche, dans son approche, Oui. n'est sans doute pas venu à Saint-Idesbel, mais on pourrait imaginer de vérifier s'il n'a pas effectivement fait un petit séjour. Mais oui, ce serait très ironique si j'avais vu juste, mais je ne pense pas. Alors, on va parler d'une autre manière que vous avez d'aborder d'autres personnalités, c'est lorsque vous évoquez Bruxelles, l'Hôtel Métropole et l'année 1927, où se tient ce fameux 5e congrès Solvay, qui est un congrès historique, puisqu'on a tout ce que le monde compte, le monde occidental en tout cas, compte de savants éminents, dont une dizaine de prix Nobel, se réunissent et se retrouvent à Bruxelles pour un congrès Solvay. Et vous allez explorer leur manière d'investir l'hôtel Métropole. Oui, tout à fait. Donc, je me suis dit que d'abord, l'Hôtel Métropole est un cadre magnifique. Puis le Congrès Solvay, c'était quand même l'année où il y avait la grande confrontation avec entre les tenants de la mécanique quantique, d'un côté, donc l'école de Copenhague, et de l'autre, Einstein, de Broglie, qui ne croyait pas à un univers probabiliste. Et donc, je me suis dit que j'allais en faire une espèce de structure à partir des chambres rouges, chambres bleues. Et quelque part, donc, j'ai donné la voix à Heisenberg, Niels Bohr, Max Born. Mais la voix qui m'a le plus amusée, c'est la voix finale, c'est la voix de la femme d'ouvrage. Parce que je me suis dit, comment reçoit-elle cette brochette de prix Nobel, et donc elle retrouve les chambres maculées de formules mathématiques, et donc c'est pour donner aussi un effet de rupture entre des mondes complètement éloignés, le monde des physiciens et le monde assez terre à terre de la femme d'ouvrage. Et donc, en termes de jubilation, parce que c'est un terme que j'aime bien par rapport au processus d'écriture, c'est peut-être la voix de la femme d'ouvrage qui m'a le plus. Mais bon, et il me semblait important aussi de rappeler que l'Hôtel Métropole et Bruxelles a été la capitale de nombreux congrès Solvay, et que donc il y a eu une activité scientifique, elle était au tournant et au carrefour des grandes controverses de l'époque. Donc ça, c'est une première idée qui m'était venue. J'avais hésité avec le premier congrès Solvay et aussi aux amours entre Marie Curie et Paul Langevin. Et puis je me suis dit, c'est peut-être trop anecdotique. Donc. Alors, ce qui est étonnant dans cette nouvelle, on dit en général qu'une nouvelle se définit par la chute Oui, à oui. laquelle elle emmène le lecteur au fil des pages en le déstabilisant par la dernière partie d'une nouvelle qu'on appelle la chute en général. Et ici, vous avez particulièrement bien réussi parce que cette brave femme d'ouvrage, finalement, elle se trouve là devant une chambre complètement maculée, obligée de nettoyer tout ce que ses savants ont composé, ont concocté pendant leur séjour pour finalement faire prévaloir leur théorie par rapport à la théorie des autres. Alors, est-ce que lorsque vous écrivez ça, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, que je trouve parfaitement admirable, de parvenir à utiliser la nouvelle aussi, non seulement pour nous faire pour nous apprendre ce que sont ces personnalités, mais aussi pour les ramener à un niveau accessible au simple humain que je suis. Oui, peut-être. Oui, une volonté de voir toutes les facettes de ces hommes, de ces gens. Oui, certainement. Et bon, avec l'injection d'un brin d'humour et un certain absurde et un réalisme aussi dans l'approche des phénomènes. Oui.
Est-ce que le fait d'avoir des ouvrages de commande comme celui-ci ne vous contraint pas, vous, qui êtes philosophe, qui êtes docteur en philosophie, qui avez une expertise et une érudition scientifique, philosophique et littéraire qui est hors norme, est-ce que ça ne vous permet pas peut-être de trouver une forme d'écriture qui vous permet d'être rendu accessible pour des lecteurs qui ne se lanceraient sans doute pas dans la lecture de textes philosophiques? Est-ce que ce n'est pas là une part de la jubilation peut-être que vous évoquez? Oui, oui, c'est un défi. Et puis, j'aime bien, moi, les contraintes. Bon, là, la contrainte, puisque c'est un livre imposé, je la subvertis très facilement en espèce de terre de liberté, puisque j'y place mes obsessions. Parce que moi, j'ai toujours l'impression, dans mon chef à tout le moins, que la littérature vient de très loin et que bon, l'étiquette philosophe n'a pas sa place en littérature, puisqu'on travaille surtout avec des sensations, même si je parle de la mécanique quantique, des grands débats, le propos n'est pas là, même si effectivement il y a une érudition et un certain savoir scientifique sur lequel la nouvelle s'appuie, ou bien dans le cas de l'autre nouvelle sur la tentative d'attentat de Gennaro Rubino, mais l'ancrage historique ou le savoir, le bagage intellectuel importe moins que la façon dont c'est retravaillé et la façon dont ça passe dans l'alambic des émotions et des pulsions. C'est pour ça que j'ai aimé travailler sur la Belgique, parce qu'à tort ou à raison, j'ai l'impression qu'en fonction justement de ces trois langues, de ces trois communautés, de son histoire extrêmement mouvementée, de ses conquêtes, les invasions perpétuelles, c'est une terre extrêmement sauvage, comme on parle d'irrégulier en littérature, et c'est ça que j'ai voulu retrouver. Et je pense que la littérature, elle fonctionne à partir oui, de sensations, de pulsions, et non pas de grandes théories qui ne communique rien au lecteur sur sur le plan aussi de la langue et de l'écriture. Vous avez dit au début de notre entretien que l'autofictionnel se trouvait finalement non explicitement, mais partout. Je pense qu'il se trouve aussi dans certaines nouvelles où des préoccupations qui vous sont très chères, comme l'écologie ou la préservation du patrimoine, apparaissent vraiment très bien, comme quand vous évoquez ce château, château de Watermal-Boisfort et d'autres endroits que l'on découvre ou que l'on redécouvre grâce à vous et dont on se dit quelle tristesse que certains d'entre eux aient disparu parce que vous les racontez avec tellement de gourmandise et tellement d'envie qu'ils soient encore là que d'une certaine manière, vous avez un acte écologique littéraire. Oui, tout à fait. Mais donc là aussi, le château de Watermal-Boisfort, je vous rassure directement, donc je l'ai mis en petite notice, il a été sauvegardé et restauré in extremis. Mais donc c'est un château aussi que j'ai... Bon, tout ce que je décris, même si je le mets dans la bouche d'un narrateur masculin, bon, on peut voir un exercice de masque. Et donc c'est un château dont j'ai vu la gloire et la déchéance tout au long de mon adolescence. Et donc, je pense que derrière toute cette nouvelle, il y a aussi la volonté de donner la voix à des lieux qui ont parfois disparu, à des lieux qui ont été massacrés, aux personnes qui habitaient ces lieux aussi, et à sauver de l'oubli des pans d'histoire, des tragédies. Moi, j'aime toujours, bon, c'est une évidence pour un romancier, mais les connexions entre la tragédie individuelle et la tragédie collective. Et donc, ce château, pour moi, il vit d'une existence véritablement physique. Moi, j'ai un rapport très physique au lieu. Je suis en train de rédiger un essai sur les Marolles, un essai très libre, qui paraîtra chez CFC Éditions. Mais vraiment, ce qui me lie au château Charles-Albert, ou au Marolles, c'est un lien quasiment viscéral. Et donc, j'ai une véritable souffrance ontologique à voir des lieux que j'ai investis affectivement détruits. Et bon, la mer du Nord, là, c'est paroxystique, puisqu'on assiste à un saccage des territoires qui est aussi un saccage de la liberté individuelle, puisqu'on vit dans une ville, on la fait vivre. Et donc ce château, pour moi, c'est un personnage de roman. Il est autant personnage que les personnages eux-mêmes.
Parce que j'ai un côté peut-être très animiste, comme quand on était enfant. Et donc, il y a des lieux, comme chez Proust, qui sont chargés d'un monde, de tout un univers. Chez Visconti aussi, donc il y a une espèce d'approche topographique du réel. Oui, d'ailleurs, dans cette nouvelle, pour y revenir à la nouvelle consacrée notamment au château Watermal-Boisfort, vous faites allusion à un moment donné à ce village complètement fantôme qui est devenu le village de Bien Doux, sûr, où oui. on se dit, on est plongé, en vous suivant dans cette pérégrination-là, on est plongé dans une ville fantôme qui est effrayante. Tout à fait. Non, non, c'est pour ça que je fais un petit clin d'œil à l'Urbex, parce que je pense que là Alors, aussi. dites-nous ce que sont ces mouvements d'urbexistes, ou je ne sais pas comment ils sont. Oui, mais c'est un phénomène intéressant puisqu'il déniche des lieux en voulant avoir un rôle quand même patrimonial, aventurier, de témoignage, mais aussi il ne révèle généralement pas l'emplacement pour éviter les vandales, les casseurs, etc. Chose. Et puis, il faut dire aussi que dans le cas du château Charles-Albert dont je parle, derrière la dégradation, il y a toujours une intention humaine, puisque ce sont des promoteurs immobiliers qui, à deux reprises, ont bouté le feu. Et donc, les endroits de Bruxelles qui ont été soumis à un saccage, comme il y a une nouvelle intitulée Le Chat, sur le quartier Saint-Roch et tout le quartier de la Puterie qui a été complètement explosé par les travaux de la jonction Bruxelles-Midi, sont des quartiers qui me tiennent à cœur parce qu'il y a comme un effacement qui vient d'en haut, une décision étatique d'aménager la ville de Bruxelles, d'en faire une espèce de ville de fonctionnaires. Et donc, la nouvelle Le Chat, c'est une nouvelle qui m'était venue à l'esprit parce que j'étais dans les dictionnaires des rues disparues de Jean Dosta. Et il avait cette petite notice à propos d'un chat qui était le dernier résistant d'une rue dont tous les habitants avaient été évacués. Donc, je suis partie d'un point de vue totalement véridique. Oui, absolument. Non, non, et là c'est cette nouvelle consacrée à la rue des pianistes qui est Aussi, une, une des bien plus, sûr. une des plus plaisantes, je dirais, une des plus Ouais. allègres, où vous évoquez la maison qu'occupe aujourd'hui Martha Argerich et qui est voisine de celle d'une autre dynastie de musiciens, les Lechner, Lille et Binder, puisque Oui, Natacha, euh, Natacha, bien sûr. Natacha qui est aussi pianiste. Et là, Et Sergio Tiempo. Oui, c'est le chat qui est un vrai saboteur dans la rue, là. oui, c'est parce que, bon, vous l'aurez compris, je voulais absolument parler de Martha Argerich. Je me dis, elle est quand même incontournable dans Bruxelles. Et puis, je me suis dit, comment l'approcher? Et je me suis dit, je vais prendre un personnage, Jean Chat, qui est le véritable prince de la rue, en terre allemand de la rue, à Saint-Gilles. Et donc, qui un jour voit, j'ai un peu tordu comment dire, la réalité historique, puisqu'en réalité, Sergio Tiempo, les Lechner étaient là avant, mais peu importe. Tout d'un coup, il voit qu'une maison est vide et puis habitée. Et donc, il se demande, non, il voit que la maison est vide et que des tas de visiteurs la convoitent. Et donc, ce chat, effectivement, est un saboteur de première, puisqu'il va dissuader les acheteurs par différentes manœuvres. Et un jour, effectivement, c'est Martha Argerich qui débarque rue des pianistes. Et il faut dire aussi que le chat s'appelle Maestro. Donc, il a un rapport avec Ginger, le chat de Martha Argerich. Et bon, c'était quelque part un hommage à Argerich, à son jeu félin. Et je viens de terminer, enfin, il y a quelque temps, un essai sur Martha Argerich, Ah, voilà. qui paraîtra l'année prochaine. Et je me suis dit, bon, dans mon arc-en-ciel de... Parce que ces nouvelles, c'est quelque part un hommage aussi à Bruxelles, un hommage même subversif. Mais Martha Argerich, pour moi,
me paraissait incontournable. Oui, c'est un hommage à des lieux, c'est aussi un hommage à toute une série de personnalités que vous avez. Là, on Oui, sent que vous avez dû vraiment les réunir parce que comme si oui, vous vouliez tous les citer dans cette réunion improbable au château à l'abbaye de la Cambre, pardon, où là, oui, vous avez réuni un florilège de personnalités, d'artistes, d'écrivains, de peintres, Ensor, Spiliart. C'est un feu d'artifice, vraiment un bouquet final de personnalités où on se dit comment est-ce qu'un petit pays géographiquement parlant, comme la oui, Belgique, a pu produire autant de génies. oui, oui. Oui, ça, je voulais effectivement faire un voyage post-mortem de certains grands morts, dont Pierre Verstraeten, Luc de Heusch, Hugo Claus et les autres que vous avez cités. Et malheureusement pour eux, ils remontent en pleine pandémie. Et donc, la plupart d'entre eux n'ont qu'une envie, c'est de retourner, puisque la pandémie signe quand même un arrêt des libertés. Et donc, j'ai pris quand même des personnalités aussi, généralement des créateurs, des penseurs, qui ont eu un impact intellectuel, conceptuel et artistique assez considérable. Et donc, pour eux, de revenir dans le cadre de l'abbaye de la Cambre, qui est aussi un lieu de prédilection, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais de voir l'Europe s'enliser dans une espèce de crise structurelle dont la pandémie n'est qu'une des expressions, leur donne une seule envie, c'est de regagner le royaume de l'outre-tombe. Et donc oui, j'ai pris des personnes qui me sont chères, Pierre Verstraeten bien sûr, des gens, Stéphane Mandelbaum, je l'ai groupé avec Sophie Podolski. Et c'était aussi, comme tu dis, et comme vous dites, pour donner une image de l'extraordinaire fertilité de ce petit pays, ce croissant de lune belge. Alors, une autre des vertus, je trouve, parmi les multiples vertus de vos Belgiques, enfin de votre recueil belgique, c'est que, et vous citiez Sophie Podolski, c'est qu'elle donne l'occasion aussi aux lecteurs, s'ils s'en donnent la peine lorsqu'ils trébuchent sur un nom d'une Oui, personne qu'ils ne connaissent pas nécessairement, et comme nous lisons beaucoup maintenant, en nous aidant aussi de l'ordinateur, d'aller y voir de plus près sur qui sont toutes ces personnalités que vous oui, évoquez. Et je dois avouer que je ne connaissais pas Sophie Podolski et que j'étais très ému de découvrir qui elle était et d'aller lire l'un ou l'autre de ses textes. Et j'ai découvert combien elle devait vous être proche au-delà du destin tragique qui l'a conduit à nous quitter à l'âge de 21 ou 22 ans, un peu oui, rimbaldien comme ça. Et donc, pour ça, je recommande à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le livre de ne pas hésiter à aller, avec ce livre, explorer toutes les pistes que finalement vous nous ouvrez, toutes les fenêtres qui oui. sont entrouvertes par vous, et puis il faut y aller plus avant. Alors je voudrais terminer cet entretien par un nom que vous avez évoqué au détour d'une réponse, qui est le nom de Gennaro Rubino. C'est une très très belle nouvelle parce qu'elle évoque un épisode historique réel que vous racontez en adoptant un point de vue de romancière, c'est-à-dire qu'on est vraiment en proximité immédiate avec ce personnage qui est un anarchiste et qui a fait une tentative d'assassinat du roi Léopold II. Oui, je m'étais basée fortement sur le livre d'Anne Morelli, à qui j'ai envoyé d'ailleurs ma nouvelle. Et donc, je trouvais ça effectivement bon, un sujet romanesque en tant que tel, les deux nouvelles, puisque cet anarchiste italien qui était plus ou moins discrédité par les cercles italiens parce qu'on le soupçonnait d'un double jeu, vient en Belgique quelque part pour montrer qu'il veut encore défendre la cause des exploités. Donc c'est un anarchiste qui vient des Pouilles et qui fait, quand il arrive à Bruxelles, une énorme enquête dans les cafés et estime que le roi Léopold II est impopulaire puisqu'il avait vu des affiches donc placardées sur les murs reprochant au roi Léopold II d'avoir tiré dans la foule, ordonné à la police de tirer dans la foule lors de manifestations en faveur du suffrage universel, ce qui avait fait 7 ou je ne sais plus, 7 morts à Louvain. Et donc je me suis vraiment mise dans la peau de ce Gennaro Rubino qui est fondamentalement convaincu d'œuvrer à la cause prolétarienne et donc qui met en place cette tentative d'attentat qui va échouer. Et donc je décris les épisodes
de cet échec. Mais c'est une figure qui me semblait importante parce qu'on est dans la grande vague aussi des attentats terroristes qui visent les têtes royales, mais aussi dans un moment historique où l'anarchie et l'anarchisme étaient encore en quête d'un bien-être universel qui devait malheureusement nécessairement passer par l'élimination de ceux qui empêchaient l'émancipation du peuple. Et si je puis terminer sur une toute petite note, il y a aussi une nouvelle que j'ai bien sûr consacrée à la Grand Place après avoir beaucoup hésité parce que ça fait un peu cliché, mais directement, et depuis que je suis tout petite, j'avais perçu à la Grande Place toutes ces maisons des corporations comme un énorme livre de pierre. Et donc même un enfant sait qu'il y a un livre. Et donc c'est pour ça peut-être que j'aime l'architecture et les monuments, c'est qu'il y a quelque chose à décrypter. Et donc dans la Grande Place, il y a tous les indices francs-maçons, enfin il y a tellement d'allégories. Et donc je me suis dit c'est incontournable parce que c'est un Monopoly que je fais avoisiner avec le Monopoly mental de la jeune narratrice, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, Véronique Bergen, on va conclure donc sur ce grand livre de la Grande Place, mais aussi sur le grand livre qui est votre Belgique, qui vient de Merci. paraître dans cette collection lancée par Care Éditions. Je vous remercie pour cet entretien et puis je me place déjà en position de lire bientôt votre livre sur les Marolles et celui sur Martha Argerich qui m'intéresse particulièrement. Merci beaucoup à vous. Merci.